Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir Makan Fofana pour nous parler de la banlieue du Turfu. Bonjour Makan. Bonjour Anne. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais lire l'introduction à ce livre, parce que c'est pas facile de le résumer, et là c'est très bien fait, et puis après on va en parler. Il était une fois au 11e étage d'une tour embrumée par des contes, un adolescent solitaire dans sa petite chambre de banlieue. Au cours d'une nuit poussiéreuse en étoiles, il eut une vision merveilleuse. Dès lors, s'incrusta, telle une émeraude dans son cœur, le sentiment que se cachait sous ce bâtiment un trésor, la banlieue du Turfu. Pour suivre cette quête de cette métamorphose, suivons les stories Snapchat et le lapin aux yeux rouges qui nous entraînent vers l'entrée d'un terrier, là où tout commença. Cette histoire, inspirée par Peter Pan, Nietzsche et quelques autres, est si fabuleuse que vous ne la croirez peut-être pas. Tout dépendra précisément, chers banlieusards, avec une orthographe particulière, on va en reparler, de votre capacité à rêver. À partir du terme turfu, popularisé par Booba, Makan Fofana retrace son parcours et invite son lecteur à métisser les mondes, de la magie de J.K. Rowling à la culture quartier, en passant par le cinéma et les grands mythes fondateurs de la banlieue. Son récit initiatique, une critique sociale, incisive et drôle, procède par vastes envolées lyriques et spéculatives du design fiction. Il enjoint chacun d'entre nous à dépasser l'âge classique de la crise des banlieues pour aller vers un âge d'or. Sous sa plume, la banlieue du Turfu a tous les traits d'un space opéra. Tout un programme là aussi. Hein. C'est clair. Bon, alors je suis ravie de parler de ce livre qui m'a emballé, Makan Fofana. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le parcours qui t'a amené à cette envie de faire ce livre-là maintenant ? On va dire que vers l'âge de 25-26 ans, j'ai connu une crise existentielle, une sorte de dépression, nous allons dire, qui m'a obligé à me repenser, à me resituer et à prendre de nouveaux chemins. Bien sûr, là je le dis comme ça aujourd'hui, avec une certaine facilité, mais à l'époque c'était très très dur. Puis j'ai réussi à remonter la pente, j'ai repris mes études et j'étais en stage à Station F, qui est le plus grand incubateur de start-up en France. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que je me levais le matin, je prenais le train, 1h30 de trajet, j'arrivais au travail, et il y avait cet espace qui était considéré comme le futur de la France, le futur de l'humanité, parce que Station F doit produire des start-up. Ce lieu était considéré comme l'espace qui devait produire la Startup Nation. Voilà. Oui. Moi, je me suis dit, mais pourquoi, quand je me déplace à Station F, on considère que le futur se fera là, et le soir, quand je rentre chez moi, le futur ne se fait pas là. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, du coup, le futur peut se faire à Station F, mais aussi il peut se faire dans mon quartier et dans les différents quartiers de France. Et c'est comme ça que la réflexion a commencé. Mais il fallait y croire. Ah, c'est ça la difficulté, c'est qu'il fallait y croire. C'est pour ça que je parle de Peter Pan, un peu pour rire, mais un peu pour de vrai. Parce que ce que nous comprenons dans Peter Pan et dans de nombreux films de fantasy, c'est qu'en fait, il y a les enfants qui croient en quelque chose très très fort et qui finit par se réaliser. Et tu as le papa, le monsieur, j'ai oublié son nom là, qui est très rationnel, il compte tout. Et lui n'y croit pas. Et en général, ceux qui ont accès à ces nouveaux mondes, là je ne parle plus de manière métaphorique, mais de manière réelle, ceux qui ont accès à de nouveaux mondes, peu importe les sciences, la littérature, les arts, c'est ceux qui ont cru en quelque chose, là où personne n'aurait cru, parce qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Mais au fur et à mesure, ce monde gonfle, prend de l'effet, et un jour il advient, et un jour on reconnaît son travail. Parfois pendant que la personne est vivante, parfois très longtemps après sa mort, parce qu'elle a cru en un nouveau récit, en un nouveau monde. Donc, dès la première phrase de l'introduction, tu poses le décor. Tu dis, je cite, « L'esprit quartier se nourrit de ses propres clichés, tels les rayons aveuglants d'un soleil rouge. » Et tout au long de ce livre, tu vas chercher à stimuler ce que tu appelles l'imagination créatrice.
Ce qui est intéressant, c'est que tu as stimulé ta propre imagination et du coup, par ricochet, ça stimule la nôtre en lisant ton livre. Et tu nous invites donc à te suivre, à faire le pari que de l'esprit peut naître une autre réalité, une autre banlieue, la banlieue du Turfu. Donc, cette banlieue de l'avenir, qui est maintenant le sujet du présent, et c'est ça qui est intéressant. Il faudra bien sûr laisser derrière nous les stéréotypes, et pour cela, on te suit dans la déconstruction de tes propres clichés, du prêt-à-penser, de toutes les matrices qui ont façonné ce que l'on prend aujourd'hui pour la réalité. Tu souhaites offrir à qui le souhaite, aux jeunes des quartiers, mais aussi à d'autres personnes de tous horizons, une autre grille de lecture. Dans ce parcours d'émancipation, il y a de l'audace, du courage, du plaisir, de l'humour, il y a aussi beaucoup d'humour, de la dérision aussi. Au travers de cette quête, tu sembles être toi-même revenu à la vie, tu jongles avec les univers et tu mixes les citations d'horizons très variés. On passe, et c'est ce qui m'a plu en fait, on passe de Booba à Harry Potter en passant par Henri Bergson, Achille Mbembe, Miyazaki, le réalisateur d'animation japonais, 50 Cent, Nancy Houston, Nietzsche, les mangas, c'est très documenté aussi et il y a une grande érudition derrière ça. Je tiens à le souligner parce que quelquefois en interview, on entend quelqu'un 10 minutes et on voit là, oui, la banlieue du Turfu. Et en fait, ça peut être un peu limitant. Et je trouve que c'est important de... Voilà, il y a beaucoup de notes à la fin du livre et il y a beaucoup de références de tous aux horizons. Mais voilà, on sent qu'il y a tu as un grand parcours très documenté derrière. Et ce ne sont pas des élucubrations, hein, c'est une proposition construite, une réflexion donc très érudite que tu mets aussi à l'épreuve sur le terrain avec des expérimentations concrètes. Donc avant que l'on plonge avec toi dans le terrier du lapin blanc, est-ce que tu peux nous raconter comment est née l'idée de, parce que ça rejoint un peu ma première question, mais de faire un livre de ce parcours-là? Est-ce que c'est l'idée de transmettre ou est-ce que la quête, c'est un genre de quête initiatique, hein, est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure du livre? Parce qu'il y a une partie où tu racontes un parcours donc, qui est déjà passé, mais la suite, est-ce que tu l'as vécu au fur et à mesure que tu écrivais ou comment ça s'est passé? En fait, déjà, c'est bravo pour le résumé. Je suis toujours impressionné quand quelqu'un réussit à mettre une forme à tout ça, parce que même pour moi c'est pas évident et parfois même pour des banlieusards ce n'est pas évident. Et comme vous l'avez dit, et comme je le dis aussi, les clichés, les limites viennent de nous-mêmes, hein. Parfois il suffit de dire le mot philosophie ou Nietzsche, tout de suite c'est pas pour la banlieue, c'est trop intellectuel, etc. Mais peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler. Oui. Mais en fait le livre, j'avais déjà auto-édité un premier livre qui s'appelle Le Sage de Tombouctou il y a 5 ou 6 ans, donc j'étais déjà dans une perspective d'écriture. Ensuite, j'ai intégré ce qu'on appelle le Trappy Blog. Je ne sais pas si vous connaissez le Bondi Blog, mais c'est un peu pareil, mais à Trappes. Voilà. Donc, pendant 3 ans, j'ai été une espèce de journaliste qui racontait son quotidien sur ce journal-là. Mais j'avais envie de commencer à écrire sur la banlieue du Turfu. Et le rédacteur en chef, il n'était pas trop chaud pour que je le fasse sur le site du Trappy Blog, parce que voilà, j'aime bien le mot élucubration, parce que bon, ça, en tout cas au début ça pouvait ressembler à ça. Et ensuite moi j'ai toujours documenté ce que je faisais sur la banlieue du Turfu, parce que c'était mon projet de diplôme, donc j'ai écrit dessus, mais aussi parce que moi je suis quelqu'un qui écrit tout le temps, donc j'avais pas prévu de faire de livres sur la banlieue du Turfu. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer la maison d'édition Tana, qui m'a dit: est-ce que tu veux nous proposer un texte quelconque? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Moi, j'ai tout de suite proposé la banlieue du Turfu, mais c'était pas un livre, quoi. C'était une pensée et des réflexions. Et avec la maison d'édition, on a essayé de mettre ça en pensée et en livre, et voilà le résultat. Mais au début, c'était pas simple et c'était pas prévu, on va dire. Voilà. Et du coup, ça a pris combien de temps l'écriture parce que c'est dense quand même. Ouais, en fait, j'écris assez rapidement. Donc finalement, ça a pris peut-être entre 6 et 8 mois, on va dire. Mais je passais mes journées dessus. Oui. Mais voilà, entre 6 et 8 mois. D'accord. Tu écris page 14, « J'assume la grande et belle route de l'inconnu, l'inconfort d'une vision en cours de maturation. Je me jette dans le vide. Si la carrière artistique n'est certes pas la destinée de tous, nous sommes tous intimement et collectivement des créateurs de sens. Nous avons besoin de contempler le beau, d'éprouver des émotions vivifiantes, de faire de notre passage dans le monde un voyage initiatique. » Toi, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de tout ça ?
Déjà, cette citation-là, la citation que tu as choisie, c'est le résumé de Devenir vivant. Voilà. Et la manière dont on présentait la banlieue, la manière dont les banlieusards se présentent, pour moi, je me sentais plus vivant. Voilà. Même en étant religieux, en étant entré dans l'islam qui promet un certain bonheur, etc., une certaine sagesse, j'étais plus vivant. Au contraire, tout était interdit, tout est... Donc voilà, donc, la question c'est... La question, oui, parce que à la fin, tu dis, nous avons besoin de contempler le beau, d'éprouver des émotions vivifiantes, de faire de notre passage dans le monde un voyage initiatique. Et je te demandais, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de tout ça ? On va dire c'est les multiples influences et lectures que j'ai eues. Et comme je le dis quelque part dans le livre, c'est que moi, je saute de paradigme en paradigme. Je saute de pensée en pensée. Et ma famille a toujours trouvé ça déstabilisant. Aujourd'hui, je fais un projet, demain, j'en fais un autre. Demain, je dis un truc. J'ai sauté du design à la philosophie, du Coran vers la littérature. Et au bout d'un moment, tu as fait un petit tour. Voilà. Je ne dis pas que mon expérience est gigantesque, mais j'ai fait un petit tour de ce que pouvait être notre humanité. À partir de perspectives multiples, que je n'ai pas eu peur d'emprunter. Parce que le plus difficile pour un être humain, c'est de remettre en cause ses propres fondements. Alors que moi, j'ai éprouvé un plaisir incroyable à ce qu'un penseur détruise mes propres préjugés. Moi, franchement, si tu détruis mes préjugés, je te serre la main, merci beaucoup. Donc Nietzsche a été l'un des comme il le dit, il a été une dynamite, tu vois. Et même la lecture de Harry Potter, ça fait rigoler, mais moi, j'ai pris Harry Potter à la lettre. C'est-à-dire quelqu'un qui vit un parcours initiatique dans lequel il sort d'un milieu difficile où il est maltraité pour devenir quelqu'un. J'ai pris ça à la lettre. J'ai pas pris ça Disney imaginaire, parce que le mot imaginaire, il est trompeur. Et toutes ces expériences, toutes ces perspectives multiples, synthétisées, ont permis d'avoir conscience de ces chemins possibles. En tout cas, ces chemins possibles parmi d'autres chemins impossibles. Hein, c'est pas, voilà. Il y a d'autres perspectives et en tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé mon propre chemin. Alors, pour construire autre chose, tu shootes un grand coup dans la fourmilière, tu remets en question à peu près tout. Par exemple, tu souhaites renverser l'histoire et suggérer d'autres aventures dont l'horizon dépasse le simple fait de sortir du quartier pour vivre l'ascension sociale. Ça, c'est le parcours tout tracé apparemment. Alors, le mythe de l'ascension sociale, apparemment, il faut le déboulonner chez toi. En fait, j'ai voulu déboulonner le passé, c'est-à-dire dans laquelle on s'inscrit, à savoir une population ouvrière qui remonte à... Enfin, on va dire, j'ai voulu déconstruire le passé qui commence avec l'esclavage, qui se poursuit avec la décolonisation, qui se poursuit avec la France-Afrique, qui se poursuit avec la ghettoisation, ce que certains appellent la ghettoisation. En gros, on nous a ghettoisés, qui se poursuit avec le rapport France-Afrique qui est inégal, qui se poursuit avec les problèmes du CFA. Donc, le passé, il est toujours meurtrier, il fait toujours mal, toujours la guerre, toujours le problème. Donc là, de ce point de vue-là, il y avait déjà un problème. L'autre problème, c'est que, en général, le banlieusard, il s'inscrit historiquement dans sa tête. Il se dit, moi, je suis un jeune de quartier, mais les quartiers, en fait, c'est né il n'y a pas très longtemps. Je sais pas, moi, on va dire moitié 20e siècle. Mais l'humanité, elle est très âgée. La Terre, elle est très âgée. Le cosmos, il est très âgé. Je ne comprends pas pourquoi on s'inscrit dans une histoire aussi récente, aussi petite, pour ensuite décrire nos expériences humaines. Si vous écoutez les rappeurs, ils racontent des trucs incroyables à partir d'une existence une réalité qui n'a que 60 ans. Donc ça, c'est pas possible. Moi, je veux me relier à des penseurs indiens, je vais me relier à ce que j'appelle l'homo sapiens. Voilà, donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'était le rapport au cosmos, le rapport au passé et le rapport au futur. Voilà, maintenant à l'ascension sociale. Maintenant, j'ai voulu déconstruire ce plus gros mythe qui bloque les imaginaires à plein niveau, à savoir que le quartier, c'est un espace, c'est un enfer, c'est un espace, qui n'est pas un monde en soi, qui n'a de valeur que si on réussit à le quitter. Donc le quartier, c'est un obstacle ou un tremplin. Un obstacle pour atteindre l'ascension sociale ou un tremplin pour arriver au ministère de je sais pas quoi, pour être le banlieusard qui a réussi, regardez, c'est possible. Voilà. Donc, et tant qu'il y a cette mythologie, en fait, la banlieue elle-même, elle est cachée derrière. Elle est cachée derrière, elle est abandonnée, entre guillemets,
pas abandonnée dans le sens de politique publique, elle est abandonnée par nos propres imaginaires et nous la quittons avec plaisir. Et il y a même un paradoxe que je dirais. D'un côté, les jeunes hommes et les jeunes femmes, ils sont fiers d'avoir une identité quartier, ils sont toujours en train de dire oui, je suis de quartier, donnez-moi du respect. Mais de l'autre côté, dès que c'est possible, ils partent dans la ville bourgeoise d'à côté, dans la ville plus propre d'à côté, dans la ville plus éloignée de leur quartier. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, du coup, il faut changer notre rapport au monde et le récit que nous nous racontons par rapport au quartier. Nous ne sommes pas des marginaux. Nous sommes des marginaux si on se pense par rapport à un centre. Mais si on est notre propre centre, on n'est plus marginaux. Donc, du coup, il faut sortir de cette relation mortifère au centre, au soleil, quoi, tu vois, pour essayer d'imaginer d'autres récits. Et c'est ça, là, en fait, les 3 aspects que j'ai voulu déconstruire principalement. Alors, il y a quelque chose de jubilatoire, moi, j'ai trouvé dans la lecture de ce livre. D'une part, parce que tu livres des analyses complètement désinhibées, mais aussi parce que tu as un sens de la formule assez exceptionnel. Je lis juste une phrase, mais parmi tant d'autres, parce qu'il y en a à toutes les pages et surligné à toutes les pages. Par exemple, l'âge classique du quartier doit être renversé pour un futur qui va au-delà de la réparation ou de la solidarité par le jaillissement athlétique de son propre devenir. Cette phrase, c'est un mélange de... En une phrase, il y a au moins 3 ou 4 références. Et j'adore la langue et travailler ma langue. C'est comme si je faisais une séance de muscu, quoi, d'une séance de sport, quoi. Oui, Tu vois, oui. t'es là, tu travailles la langue, tu vois, et à la fin, tu essaies de sortir un truc, un joyau, et des fois ça marche pas, mais en tout cas, j'essaie d'avoir ma propre langue, en fait. Et pourquoi j'essaie d'avoir ma propre langue? Parce qu'un jour, j'ai pris conscience que nous nous inscrivions tout le temps dans le langage sociologique. Donc, les sociologues produisent un savoir, ou des savoirs, que les habitants se réapproprient. Et donc, si on ne change pas tous ces termes pour se présenter, tous ces termes pour avoir du budget pour un projet, si on ne change pas notre rapport à l'identité, le futur sera toujours le même. Donc du coup, par rapport à ça, moi j'ai décidé d'avoir un travail littéraire assez fin. Et il n'est même pas encore fini. Dans mes prochains ouvrages, là j'ai déjà commencé à m'inscrire. J'ai trouvé des poètes là qui m'inspirent beaucoup, qui vont m'aider à continuer ce travail de la langue. Ce qu'on appelle la poésie pastorale, mais ça c'est pour plus tard. Donc voilà, pour moi... Voilà, inventer ma langue, c'est inventer ma personnalité et sortir justement de ce vocabulaire socio-technique qui enferme. Ouais. Qui enferme. Ouais. Oui, on va en reparler des sociologues parce que tu en parles beaucoup dans ton livre. Alors, tu écris page 18. Chaque fois qu'un banlieusard... Ah oui, alors il aurait fallu quand même commencer par ça, pour que tu nous expliques, parce que moi je dis banlieusard et nos auditrices et auditeurs vont l'entendre au sens qu'on l'entend habituel, alors que toi tu l'écris B-A-N-L-I-E-U-S apostrophe... C'est ça? A-R-T. Oui, c'est ça. En fait, dès le début, je me suis posé la question sur le terme banlieue et le terme banlieusard, qui sont finalement, quand on remonte à leurs étymologies, des termes assez, on va dire, négatifs en soi. Mais je ne voulais pas non plus tout détruire d'un coup. Donc je me suis dit, bon, je vais garder dans banlieue du Turfu, je vais garder banlieusard, je vais le garder pour des raisons pédagogiques et pour aller doucement. Mais je vais essayer de les modifier, de les travailler un peu. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai banlieusard, j'ai rajouté A-R-T à la fin. Bien que je ne sois pas l'inventeur de cette expression, je l'ai lu quelque part, et je me souviens plus, je l'ai lu quelque part et je l'ai repris. Et donc du coup, j'ai donné un autre nom aussi, c'est l'Homo bonioticus. C'est parce que je voulais que le banlieusard se connecte à l'Homo sapiens et qu'il puisse s'inscrire dans un passé plus lointain, et donc un futur plus lointain, et s'inscrire dans l'humanité, pas seulement dans une condition sociale et économique. Alors, je reprends. Donc, tu écris page 18. Chaque fois qu'un banlieusard ne s'émerveille plus, un petit prince poussé à grandir trop vite se meurt quelque part. Une enfance s'éteint, un adulte en colère prend vie. La colère peut naître de la perte de la capacité d'émerveillement? Ah, ça c'est clair. En fait, nous avons tendance, c'est-à-dire dans la culture quartier, et les politiques qui veulent s'associer à ces différentes cultures, à valoriser la colère. Allez-y, vous êtes en colère, vous avez raison, c'est bien, il faut montrer à la France. Mais la première difficulté de la colère, c'est qu'elle revient sur nous, qu'elle revient sur soi. Donc vous pouvez être en colère, mais sachez que c'est votre famille, c'est le quartier qui va souffrir de votre colère. Parce qu'elle va devoir s'exprimer sur quelqu'un. Donc quand vous êtes en colère, ce n'est pas le président qui prend tout de suite. C'est moi,
c'est nos amis, nos familles. C'est pour ça que j'ai vécu une enfance en même temps tranquille, en même temps assez violente, dans le sens où il fallait toujours se battre, il fallait toujours montrer que nous étions forts. Voilà, donc il y a une violence symbolique inhérente à notre condition, le fait de savoir que nos pères sont ouvriers, bon, le fait qu'on d'échouer à l'école, je comprends tout à fait. Moi-même, j'ai souffert de cette violence symbolique. J'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait l'ENA, donc voilà. Mais ton père était boueur. Mon père était boueur, oui. Et il est à la retraite depuis quelques mois seulement. Et donc du coup, la colère, c'est un poison. Et quand on est en colère, on ne peut plus s'émerveiller. Et quand on ne peut plus s'émerveiller, on se renferme sur soi. Et quand on se renferme sur soi, tout devient noir, on devient un peu paranoïaque. Et en fait, ça peut créer des maladies mentales et psychologiques. C'est une spirale. Et voilà, exactement. C'est une spirale. Ouais. Alors après, il y a la magie qui est très présente dans ton livre. La magie, Harry Potter, tu te dis ministre de la magie. Pourquoi la magie ? Quelle place elle a dans ta vie, cette magie ? En fait, la magie, c'est aussi la manière de percevoir son environnement différemment. Et c'est aussi un sujet très concret. Pour donner un exemple aux auditeurs, on va parler de magie et de football. La magie chez Harry Potter me permet de réfléchir à la magie du football. Nous adorons le football. Moi-même, je suis rempli de l'imaginaire du football, qui est notre magie. Il y a même je crois que je mets une citation d'un rappeur qui dit, il dit en gros, le quartier c'est la merde, Paris c'est magique. Voilà, le quartier c'est la merde, Paris c'est magique. Donc moi je me demande comment nous en sommes venus à détruire notre propre magie, ou en tout cas à occulter la possibilité de jaillissement de la magie dans des donjons, donc dans des quartiers, dans des faubourgs, dans tous ces endroits un peu ténébreux. On a abandonné ça pour donner notre magie à l'industrie et à une équipe de football. Mais ce que j'essaie de dire aux auditeurs, c'est que quand je suis sous le charme, je dis bien moi, sous le charme d'un match de football, de la finale de la Ligue des Champions par exemple, quand vous êtes en transe devant la finale de la Ligue des Champions, il y a de l'argent en jeu. Il y a des gens qui font du ménage. Il y a des gens qui s'occupent du marketing. Il y a des investissements. Les lumières des stades, les lumières sont pleines. C'est étudié pour. Les footballeurs ont des espèces de costumes de gladiateurs. Voilà, tout est designé. Tout est designé. Et cette magie à laquelle on aspire quand on regarde un match de football, c'est de la sueur, de l'argent, du sang. Donc du coup, la magie dans la banlieue du Turfu, notamment, elle ne viendra pas tout seul. Ce sera un gros travail. Mais avant tout, on peut dire Paris est magique, mais espérons que notre banlieue soit aussi magique. En tout cas, si nous voulons qu'elle soit magique, réenchantée, il y aura un gros travail de design. Et ça, ce n'est pas une révélation, c'est un travail. Donc, la magie derrière un match de football avec 22 joueurs, il y a des millions de footballeurs qui sont mis sur le côté. Parce que ça, on n'en parle pas souvent. Pour créer une équipe de France, il faut des milliers de jeunes de quartier qui ne seront pas pros. C'est ça qu'il faut se dire. Pour un Pogba, il faut 10 000 jeunes de quartier qui ne vont pas réussir à être footballeurs. Donc cette magie-là, il y a un design et voilà, il y a un design derrière. Et il faut se dire que la magie qu'on donne au PSG, on peut aussi se l'approprier à soi et pour son quartier. Alors le design justement, lui, quelle place il a dans ta vie ? Parce que c'est un mot aussi qui est très présent dans ton univers, pour plusieurs raisons. Ouais. Le design, une des raisons pour lesquelles c'est déterminant, parce que le design vous aide à donner forme de manière créative et inventive à votre imaginaire. Voilà. L'imaginaire, c'est dans la tête, etc. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il se matérialise à travers différentes choses. La deuxième raison pour laquelle le design, c'est intéressant, parce que le design permet de s'approprier des problèmes pour les transformer en solutions. Voilà. Donc le design permet aux habitants de se réapproprier leurs difficultés et d'essayer de trouver une méthodologie pour y répondre. Donc du coup, on n'a plus besoin d'extérioriser, à savoir la résolution de nos problèmes dans les politiques de la ville ou au président. Nous pouvons, avec des méthodologies créatives, essayer de répondre à nos propres défis. Et toi, tu as fait des études de design un peu, non ? J'ai fait 1 an de design. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ça a été un investissement. Et là, par contre, on n'est pas dans l'imaginaire. Donc voilà, ça n'a pas été facile d'entrer en école de design parce que je n'avais pas forcément le background et tout. Donc, ils étaient un peu surpris de me voir. J'ai fait un pré-étudiant et je suis entré en école de design et j'ai beaucoup appris et voilà.
Et tu voulais faire quoi? Tu avais une idée de ce que tu voulais après, ce que tu voulais en faire? Oui, quand je suis rentré en école de design, c'était pour designer la banlieue du Turfu. J'avais déjà la réflexion en amont. Et je m'étais dit que le design allait être une discipline et un outil indispensable pour pouvoir ensuite donner forme de manière collaborative à la banlieue du Turfu. D'accord. Et les design fiction? Oui, donc un troisième aspect très important par rapport au design, après le design comme discipline qui nous aide à mettre en forme nos imaginaires, le design comme méthodologie de création et d'innovation qui répondent à nos difficultés, nos défis. Il y a le design fiction qui est une manière de nous aider à concevoir de nouveaux récits et à les mettre en objet. Donc le design fiction, c'est une manière d'écrire des nouveaux récits sur le futur, sur nos futurs, en les cristallisant dans des objets. Et ça, c'est des expériences que j'ai menées en collaboration avec un collègue designer et un micro-lycée, ce qu'on appelle ça ressemble à un dispositif d'école de la deuxième chance, mais ça s'appelle un micro-lycée. Oui. Dans ce dispositif, nous avons travaillé avec une dizaine d'élèves pour imaginer de nouveaux futurs. Et le design fiction nous a permis, c'était une méthodologie, quoi. À partir de ces récits-là, par exemple, et si tout était un euro, et si la morosité n'existait pas, on crée une histoire. De ces histoires, on invente des objets et ensuite on les design. Voilà. Et ça a donné un ensemble d'expérimentations et de podcasts et de conférences qu'on a donné à la Gaîté Lyrique fin 2020. Voilà. Il y a aussi eu j'ai écouté pas mal de vos petits échanges sur Telegram avec Max Molon, c'est Max ça? Molon, oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc du coup, Max, lui, il travaille sur les médiums. Oui. Comment sortir de la recherche et ces médiums classiques à des médiums plus populaires, plus interactifs, plus drôles. Donc du coup, normalement on devait faire 3 conférences. Avant le Covid, on devait faire 3 conférences à la Gaîté Lyrique, mais avec le Covid, la Gaîté nous a demandé d'inventer un dispositif. Et donc avec Max et Wally du Design Fiction, du studio Design Fiction Club, on a eu cette idée d'inventer un podcast participatif avec des images via Telegram. Et c'est comme ça qu'est née cette espèce de dispositif qui a très bien marché. Ah mais c'est super bien fait, c'est vraiment. Mais vous avez tout enregistré avant ou comment ça s'est? Parce que le son est super bon. Tu mets des illustrations, soit des extraits vidéo ou quoi qui sont et tout est très précis, quoi, très bien ficelé. Ça a été un travail en amont. On a tout fait en amont, tout enregistré, tout écrit. D'accord. Et je tiens à préciser et à saluer Max parce qu'il est très, 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 très pointilleux. Bon, des fois, c'est saoulant de travailler avec quelqu'un de très pointilleux, mais au final, le travail, il est parfait, il est minuté, il est chronométré. Donc, voilà. D'accord. Alors, tu dis aussi la résistance fait partie de la posture banlieue, c'est le modèle du rebelle. C'est des analyses assez cinglantes. Hein. On va dire que je trouve que certaines personnes, une certaine pensée de gauche, manquent de sincérité et de courage. Voilà. C'est dit. En voulant nous aider, ou en voulant, je ne sais pas ce qu'ils veulent, certaines personnes, mais ça nous enfonce dans notre manière de penser et d'être. Et moi, je pense que ça demande un peu de courage. Moi, je voulais rentrer dans l'art. Voilà. Donc, quand on parle d'imaginaire, on parle aussi d'archétype. Un archétype, c'est une personnalité, une forme, une manière d'être qui se cristallise dans un personnage, qui revient régulièrement. On parle d'archétype jungien. On peut parler aussi de personnages dans les jeux de rôle. Le rebelle et la position du résistant, c'est comme... À la base, j'imagine, si on imagine Camus et son Révolté, c'est une manière souple et vivante d'être au monde et de dire non. Mais avec le temps, cette pensée du rebelle, elle s'est transformée en statue. Voilà. On est rebelle, tout droit comme ça, figé. Les oiseaux fiantent sur cette statue. Et c'est notre mode d'être jusqu'à la mort. Non, je suis désolé. La révolte, c'est un moment, c'est un temps, comme dit Camus. Et après, on dit oui à la vie, un grand oui à la vie. Donc, être vivant. Mais dans cette posture-là,
elle plaît aussi à une certaine France, elle plaît à certains médias, parce qu'elle joue, pour moi, elle joue la rébellion, alors que la plupart des rappeurs qui font des critiques que nous pouvons entendre, des critiques réelles par rapport à leurs expériences et tout, ils en ont rien à foutre de la transformation de la société ou de la transformation du quartier. Leur posture de rebelle leur permet de prendre le personnage qui va ensuite dialoguer avec la France, qui va ensuite proposer un disque, va avoir un disque d'or, va être reconnu, et à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur la Tour Eiffel, comme le groupe PNL, et dire, regardez, je suis le roi du monde. Donc, pour moi, ça, c'est pas le rebelle. Par contre, quand tu lis Nietzsche, un philosophe avec une grosse moustache, qui n'est pas très beau, qui a un costume, il a une pensée. Si le rebelle, il est là, Nietzsche, il est là-haut. Et pourtant, cet archétype-là, il est transparent dans le quartier. Parce que quand on n'a pas les attributs de l'archétype du rebelle, on n'est pas rebelle. Et ce que moi je considère comme des vrais rebelles, ils ne sont pas considérés comme des rebelles par mes amis, parce qu'ils n'ont pas la grosse voix, parce qu'ils ne ressemblent pas à Booba, parce que ce sont des gens... C'est dans les apparences alors. Dans les apparences. Et dans la manière de s'exprimer. Mais pour moi, Nietzsche c'était un rebelle fois 1000, et il est courageux. Donc du coup, tant qu'on a cette posture du rebelle qui nous plaît, qui nous tente, ben on ne change pas son mode d'être par rapport à l'existence. Et parfois, il faut le dire, je suis fragile. Oui, j'ai fait une dépression. Oui, je suis fragile. Oui, je souffre. Comment j'imagine par la suite des possibilités? Mais dire oui, je souffre. Non, oui, tu m'as fait souffrir. Oui, tu es responsable. Oui, tu. Et de rester comme ça, c'est contre-productif. Ça n'aide pas la banlieue à se transformer, ni la société. Donc du coup, il faut sortir de cette posture de rebelle, qui est normalement un moment de sa vie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes de quartier, à partir de 30, 35 ans, 40 ans, ils ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter de s'habiller comme des rappeurs, ils vont arrêter eux-mêmes naturellement, leur posture, ils vont l'abandonner. Donc du coup, une posture qu'on abandonne à partir de 30, 35 ans parce qu'on est marié, c'est que dès la base, cette posture-là, il manque quelque chose. Et du coup, ils arrêtent la posture et ils n'ont pas changé la société, si j'ai bien compris. Exactement. Donc naturellement, maintenant moi j'ai 30 ans, donc moi je vois mes amis autour de moi. J'ai 32 ans, je vois mes amis autour de moi, je vois les rappeurs autour de moi, comment ils changent après le mariage, après une vie difficile, ils perdent cette posture du rebelle. Au contraire, il y en a qui commencent à renier cette posture-là. Et à la fin, tu n'as ni changé la société, tu n'as ni transformé la société et tu as abandonné la posture que tu nous as vendue 10 ans plus tard. 10 ans auparavant. Pardon. Oui. 10 ans auparavant. Alors, tu dis aussi la sociologie crée une dépendance. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais tu en parles beaucoup dans ton livre. Donc, la sociologie est une des disciplines, peut-être la discipline la plus mobilisée lorsqu'il s'agit de réfléchir sur le quartier. Déjà, pourquoi il n'y a pas une plus grande pluralité de disciplines convoquées pour penser la culture quartier? C'est pour ça que j'ai choisi le design aussi. J'ai dit, je vais faire du design pour proposer une autre perspective et avoir moi-même une autre perspective. Ensuite, je l'ai déjà dit un peu, mais en fait, la sociologie crée des catégories. Et donc, dans ces catégories, banlieue et problème, c'est devenu un ensemble. La banlieue, c'est problématique. La problématique des banlieues, la crise des banlieues, etc. Ces catégories, ces récits sont considérés comme le réel, la vérité, le réel, et qu'il n'y a pas d'autre réel. Donc, ces catégories qui sont prétendues scientifiques se transforment en réel. Les jeunes de quartier se réapproprient ce réel, et donc ce réel n'est pas viable. Donc on n'arrête pas de répéter que ce réel n'est pas viable, et donc on tourne en rond en fait. Il y a une espèce de circularité. La réalité c'est nul, donc on n'arrête pas de répéter que c'est nul, et donc la réalité devient nulle. Et donc on revient à c'est la faute de l'autre. Eh oui. Voilà, c'est ça que... Et en plus, comme on n'est pas tous sociologues, on a besoin du sociologue en fait, pour penser, on a besoin de lui, de ces catégories. Donc quand lui il vient au quartier, il fait des expériences, il part. Comment on fait dès qu'il n'est plus là? C'est pour ça que moi je suis pour une banlieue autonome et des pensées autonomes. Moi ce que j'essaie de créer, c'est ma propre pensée autonome et de vous inviter à créer une pensée autonome. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de partir du design, vous pouvez partir de la discipline que vous voulez, je dirais même, vous pouvez penser la banlieue à travers le football. Le football a un impact si important dans le quartier que vous pouvez
dire, attends, à partir du football, je vais repenser le quartier et penser un récit, ou penser des trajectoires dans lesquelles le footballeur s'intègre mieux au développement du quartier ou du territoire. C'est un exemple. Voilà. Alors, page 40, tu dis « Je ne souscris plus à cette armée de métaphores qui confère un sens militaire à l'existence des quartiers, qu'ils soient américains, français ou d'ailleurs, même si c'est pour réussir les grandes écoles et même quand cette armée est justifiée par des thèses ou des concepts scientifiques comme le darwinisme social ou le déterminisme sociologique. » Moi, en bon petit banlieusard, que tu écris toujours S''ART, après avoir louvoyé entre la carrière Clio, celle de Salaf, l'amour est perdu, la petite gloire d'un modèle, je ne me voyais pas faire la guerre. En fait, sans le savoir, je fourbissais des armes d'un autre type. Je cherchais encore ma place dans l'univers et c'était l'heure d'être malheureux. Alors, quelles armes d'un autre type et pourquoi c'était l'heure d'être malheureux ? Il y a plusieurs choses dans ça. Le rebelle, il a des outils. Et quand je dis le rebelle, il y a plusieurs types de rebelles. Il y a le rebelle, bien sûr, caractéristique avec son sous-vêtement, son visage et tout. Mais on peut être une fille et avoir cette pensée rebelle, ça n'a rien à voir. Donc dans ces outils-là, il y a des manières de se présenter dans lesquelles il faut toujours combattre. Oui, il y a des combats. La vie est un combat. Oui, il y a des combats, les violences policières, etc. Mais on ne peut pas faire, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne me sentais plus vivant, on ne peut pas faire de moi un soldat. On ne peut pas faire de moi un soldat qui lutte tout le temps. Oui, en permanence. Cette attitude-là. Enfin, c'est pas... et comme moi, j'ai fait une dépression, c'est-à-dire que j'ai été plus sensible à cette posture-là. Quand tu deviens fragile, tu te dis, mais avant, là, je pouvais faire le warrior, mais là, je ne peux plus. Et donc, comment je fais ? Et donc, du coup, je repense à partir de ma fragilité, de ma vulnérabilité. J'arrête de faire le grand, j'arrête de faire l'homme, j'arrête de faire le fort, j'arrête de faire le musclé, j'arrête de faire le tout. Je peux plus, mon corps ne peut plus. Et donc à partir de ça, je développe une autre posture et une autre manière d'être au monde dans lequel le combat existe, mais c'est pas la totalité. Voilà. Et ce que moi j'ai appris avec le bouddhisme, c'est que parfois, lâcher prise, c'est beaucoup plus puissant que de résister. Parce que dans la résistance, tu es en tension avec l'autre, c'est-à-dire l'autre relation qui n'est pas féconde. Donc, au lieu de te battre toujours en fait, tu préserves en fait la mauvaise relation. Donc, tu lâches prise, tu prends large, comme dit Felwine Sarr, ou, comme disent les taoïstes, tu es dans le non-agir. Donc, au lieu de te battre et chercher la reconnaissance de l'État, lâche prise. Tu fais de ton territoire ton espace de liberté, puisque, entre guillemets, ils nous ont abandonnés, donc ça veut dire qu'on est libre pour faire plus de choses. Et donc, de transformer notre territoire en ce que nous pouvons appeler en marginalité créative, en espace de liberté et d'autonomie. Il suffit de lâcher prise et de sortir du rôle de victime, à savoir ce que j'ai appelé le récit de la marginalisation. Une des difficultés dans nos imaginaires, c'est qu'on a accepté de se présenter comme des marginalisés, donc comme des victimes. Et donc, on est toujours dans une relation négative entre la victime et le dominant. Lâche prise, prends le large et tu verras que des espaces, des univers sont à ta portée. Donc le combat, entre guillemets, n'est pas un combat, on peut dire ça comme ça. Et justement, quand tu es un combattant, tu deviens moins sensible. Et en étant moins sensible, tu es moins sensible à d'autres influences et à d'autres univers. Donc le fait de toujours vouloir combattre, ça ferme nos imaginaires et ça ferme les possibilités parce qu'on croit que pour changer le quartier, il faudra faire une révolution marxiste, se bagarrer, sortir dans les rues. Ça, c'est un ancien paradigme. Dans les nouvelles manières d'être, vous allez voir, je pense, dans le futur, que les mouvements qui vont réussir à se développer sont des mouvements très très sensibles, qui ont un rapport à la résistance qui est très différent de ce qu'on a connu au 19e et au 20e siècle. Oui. Ensuite, page 43, tu écris « Mais la force est indissociable d'un autre concept, donc tu viens d'en parler, celui de souffrance. » Ça, c'est un autre pieux prédécesseur, Nietzsche, qui me l'a appris. Pour lui, l'homme fort est justement sensible et vulnérable. Donc ça illustre tout à fait ce dont tu parlais. Il trébuche sur le chemin de la lumière, tel un derviche en quête de la grâce. On revient à tes belles images très efficaces. C'est celui qui revient à ses forces vitales premières au détriment de la structure sociale qui s'impose à lui.
Ça, j'ai trouvé cette formule vraiment intéressante. Qu'est-ce qui te donne, toi, la force, à un moment, de ne plus suivre les voies déjà tracées ? Qu'est-ce qui te donne envie de t'en libérer et qui t'a donné aussi la force de l'assumer ? Ouais. T'as raison de le dire comme ça, parce que ça a été un cheminement assez difficile, on va dire, qui a demandé beaucoup de persévérance et de courage, parce que avant d'écrire la banlieue du Turfu, je vivais la banlieue du Turfu, et donc je commençais à partager mes opinions, mes idées autour de moi, et ce n'était pas facilement accepté. Ce qui m'a donné le courage, c'est en fait, quand j'ai fait ma dépression, j'ai été hospitalisé, et j'étais persuadé que ma vie était finie. Entre guillemets, que c'était la fin de mon monde, la fin du monde. Là, c'était mon apocalypse, on va dire, selon Saint Jean. J'étais persuadé que ma vie allait se terminer. Et je me suis promis j'ai signé un contrat avec moi-même, que si je réussissais à sortir de cette épreuve, que j'allais revenir avec une puissance et une énergie, j'allais demander la vie à personne. Mais quand je me suis dit ça, j'étais dans mon lit, amorphe, sous médicamentation, pas d'énergie, pas d'idée, rien. J'étais au fond du trou. Au fond du trou. J'étais vraiment au fond du trou, comme un légume chez moi. C'est une situation, ça a été dur pour moi et ma famille, mais voilà. Et j'ai eu la chance de sortir du trou. Progressivement, bien sûr. Et le jour où je suis sorti du trou, en tout cas j'ai pris conscience que je suis sorti du trou, j'ai dit, je ne demande pas l'avis à un seul ami. Tous mes potes avec qui j'ai grandi, j'en ai plus rien à foutre au niveau de la pensée, pas au niveau de la relation. Vous acceptez, c'est bien. Vous n'acceptez pas, j'en ai plus rien à foutre, parce que lorsque j'étais au fond du trou, j'ai pas vu la structure sociale. C'est ça qui m'a... Quand j'étais au fond du trou, c'est pas la structure sociale quartier qui m'a aidé à revenir, à repousser. Non, c'est ma mère, notamment, ma famille, et quelques efforts de réflexion. Donc, pourquoi, une fois que je suis en pleine forme, je vais venir vous demander votre avis ? J'en ai plus rien à foutre. Et à partir de là, j'ai eu un nouvel état d'esprit, une nouvelle manière de persévérer. Et jusqu'à aujourd'hui, cette lumière, elle est toujours allumée. Ce qui fait que voilà, je suis très... j'y vais, quoi, tu vois. Super. Surtout, soigne-la bien, cette lumière, pour qu'elle reste allumée. Ouais. Et sur cette même page, tu reprends d'ailleurs les mots de Nietzsche et tu écris... Pour connaître la suite, rendez-vous sur la deuxième partie de cette interview de Makan Fofana pour parler de son livre La banlieue du Turfu aux éditions Tana. Si vous avez écouté cet épisode juste après sa mise en ligne, le deuxième épisode avec la suite de cette interview vous sera accessible d'ici quelques jours. Si vous l'avez écouté un peu plus tard, le second épisode a déjà été mis en ligne, donc il vous est dès maintenant accessible. À très vite. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.